Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et le grand angle le mercredi, c'est avec Jean-Louis Tremblay. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour, cher ami. Alors vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et vous avez quelque chose à dire sur le Figaro Magazine? Vous avez un article en particulier dont vous voulez parler? Oui, j'ai un article qui va être publié sur l'état des stocks de munitions dont dispose l'Ukraine et des craintes de l'OTAN de pouvoir assurer les livraisons. Voilà. Et aussi cette question que tout le monde devrait se poser et qu'on commence à se poser ici et là, c'est la destination finalement réelle de ces armements et de ces munitions. Merci Jean-Louis, on va passer à la vidéo avec l'ambassadeur de Taïwan. Vue de haut. Et nous sommes avec François Ching-Chung-Wu. Bonjour. Bonjour, Donc, très heureux d'être ici, d'être présent. Et très heureux aussi. Et donc Valentin a travaillé le sujet Oui, bonjour. de Taïwan. Alors, la dernière fois, vous étiez venu il y a 7 mois on avait largement évoqué l'aspect historique de Taïwan. Oui. Je vous propose simplement, en guise de rappel historique pour nos auditeurs qui n'étaient pas là, de rappeler l'histoire de Taïwan et puis on pourra se tourner vers l'actualité aujourd'hui de Taïwan. Donc, n'hésitez pas à me couper d'ailleurs s'il y a quoi que ce soit. Donc Taïwan est une île qui est d'abord occupée par les Européens, donc les Hollandais, les Espagnols, les Portugais, puis une première fois par les Chinois au XVIIe siècle, avant d'être cédée aux Japonais en 1895 et en 1949, suite à la guerre civile chinoise qui verra arriver les maoïstes au pouvoir. Les nationalistes du Kuomintang et de Chiang Kai-shek vont s'installer sur l'île pour établir la République de Chine, qui est donc le nom officiel de l'État chinois à l'époque, tandis que les maoïstes vont créer de leur côté sur la Chine continentale la République populaire de Chine. Mais c'est Taïwan qui donc sera reconnu par les Nations Unies comme seul représentant de la Chine jusqu'en 1971, où un vote de l'Assemblée Générale de l'ONU fera basculer la chose et donc intervertira, si on veut, la reconnaissance des deux pays. En 1978, les États-Unis finiront eux aussi par reconnaître la Chine continentale. Donc aujourd'hui, on a une situation un petit peu particulière, avec deux régimes politiques distincts, mais pas réellement indépendants les uns de l'autre. C'est ça, on est bien d'accord qu'il n'y a pas vraiment d'indépendance entre les deux, si vous voulez. Eh ben, il y a la Chine qui est reconnue par le monde entier et il y a Taïwan qui est reconnu par simplement 14 États du monde. Et donc, personne ne peut reconnaître les deux États en même temps. Voilà, c'est un traité qui fixe le fait qu'on ne peut pas reconnaître les États en même temps, c'est ça ? Non, il n'y a pas de traité. C'est simplement la menace chinoise qui menace même les grandes démocraties de ne pas reconnaître une Taïwan démocratique. Alors, je reviens un petit peu, c'est-à-dire ce que Taïwan, nous représentons aujourd'hui, c'est vraiment l'héritage de trois époques. Je suis très heureux que vous l'avez rappelé. On a d'abord été européens dans le passé, et après chinois, et après japonais. Donc, c'est un héritage de trois périodes, trois civilisations, trois cultures, Europe, Chine et Japon. Et d'ailleurs, l'ancien nom de Taïwan, qui est Formose, nous rappelle ce fait-là. Donc, j'aimerais bien à chaque fois le dire à tout le monde, parce que souvent, quand on parle de Taïwan, on commence par la guerre civile chinoise, et Taïwan immédiatement devient une province chinoise, et on n'en sort pas de cet attachement avec la Chine. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, il y a des menaces récurrentes de la Chine continentale envers Taïwan, on y reviendra. Mais je voudrais commencer par l'actualité. Alors on a récemment eu, ces 2 derniers jours, 2 faits marquants, 2 événements presque contradictoires, j'ai envie de dire, on va en venir. Donc d'abord, la venue pour la première fois depuis le Covid d'une délégation chinoise à Taïwan pour évoquer notamment l'élection présidentielle future, qui a été reçue par la localité de Taipei, si je ne m'abuse. Oui. Et ensuite, l'annonce hier, donc 21 février, par la présidente actuelle Tsai Ing-wen d'un renforcement des relations militaires entre Taïwan et les États-Unis. Donc presque deux événements au message un petit peu opposé, si je ne m'abuse, monsieur l'ambassadeur. Deux messages opposés, c'est effectivement parce que les deux grands partis de Taïwan ont une vision complètement différente de nos relations avec la Chine et d'une certaine mesure aussi avec les relations internationales, c'est-à-dire les autres États du monde. Actuellement, le maire de Taipei vient d'être élu il y a à peine 2 mois.
Il est l'arrière-petit-fils du général Chiang Kai-shek, c'est-à-dire le chef d'État qui avait perdu la guerre civile contre Mao au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, et qui s'est installé à Taïwan. Et donc, le parti KMT à Taïwan prend une position d'apaisement des relations avec la Chine. Et donc, dès que ce parti-là a gagné les élections locales l'année dernière, au mois de décembre, immédiatement, ils ont reçu une délégation chinoise qui ne s'est plus produit depuis 3 ans, c'est depuis le début de la crise du Covid-19. Et d'ailleurs, ça a incité beaucoup de débats à l'intérieur de Taïwan. De l'autre côté, c'est Mme Tsai Ing-wen qui représente le parti DPP, le parti au pouvoir. Ce parti-là prône plutôt pour la souveraineté de Taïwan et donc veut avoir une meilleure relation avec la communauté internationale. Avec la Chine, je dois aussi le clarifier. Nous voulons aussi travailler avec la Chine. Nous ne sommes pas là pour prendre distance avec la Chine, mais pour nous, Taïwan est clairement un État souverain et pour le moment, c'est ce qui est inacceptable pour la Chine et ce qui fait que la Chine refuse de toute communication et même menace Taïwan en permanente. Donc, par exemple, l'année dernière, encore une fois, on a eu 2000 de visites, c'est-à-dire d'incursions des avions militaires chinoises dans l'espace d'identification de défense aérienne de Taïwan, ce qui est quand même très nombreux. C'est-à-dire chaque jour, on en a 5 ou 6, 2000 en 2022 et 1000 en 2021. Je crois que les gens ne vont pas oublier l'année dernière, c'est-à-dire 2022 au mois d'août, après la visite de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Oui, Nancy Pelosi américaine. Quand elle est venue, les Chinois ont fait un manœuvre militaire de très très grande ampleur qui ont bloqué Taïwan et qui a causé quand même beaucoup de problèmes de sécurité, de stabilité, d'échange commercial dans la région. Absolument. Et donc, avant de céder la parole à Jean-Luc Tremblay, c'était vraiment l'événement sur lequel je voulais revenir avec vous depuis votre dernière venue. C'est ces élections en novembre dernier municipales, donc à Taïwan, locales, qui ont fait que donc, alors pour résumer globalement, vous m'arrêtez si je ne m'abuse, mais il y a 2 partis principaux à Taïwan. Le parti progressiste démocrate dont vous êtes, qui lui prône une ouverture vers l'international, et le Kuomintang qui, curieusement, alors que c'est lui qui s'est opposé d'abord à la Chine maoïste, et aujourd'hui prône une politique beaucoup plus tournée vers la Chine que votre parti. Et donc ces événements ont rebattu les cartes, ces élections, puisque donc le parti présidentiel au pouvoir a perdu 4 des 6 villes principales, dont la capitale Taipei, et en sachant qu'il y a une élection présidentielle à venir en 2024, à laquelle la présidente actuelle ne pourra pas se représenter puisqu'elle a déjà fait 2 mandats. Alors, qu'est-ce que ces élections locales donnent comme signal pour les années qui viennent ? Alors, c'est très intéressant de poser cette question. Il faut d'abord dire Taïwan a été exemplaire pour la gestion du Covid-19. Mais ça a quand même donné beaucoup d'inconvénients à la sortie de cette crise-là. Je constate que la plupart ou même la très très grande majorité des pays démocratiques du monde, des partis au pouvoir ont toutes perdu les élections après la sortie de la crise du Covid-19. Je crois même, pour moi, vous pouvez me rappeler, la seule exception, c'est la France. Et encore parce que les élections législatives françaises ont été ont donné des résultats beaucoup plus controversés que ce qu'on pouvait y attendre. Je ne donnerai pas d'opinion sur les élections locales françaises, mais je dis en général, je constate que la France a été la seule exception pour le gouvernement, pour la sortie de la crise du Covid-19. Presque tout le monde l'a perdu. Et donc, je ne pense pas... Enfin, je veux dire, le résultat a donné aussi que Taïwan n'a pas été une exception. Alors, si nous regardons les gens qui sont allés voter, les gens qui sont votés pour le KMT n'ont pas augmenté, a même baissé. C'est tout simplement les gens du passé qui ont voté pour le parti au pouvoir. Il y en a une très très grande partie qui ne sont pas revenus et parce qu'il y avait un problème économique. Alors je dis, il est vrai aussi qu'en 2021-2022, Taïwan avait aussi fait une très très grande performance économique, mais c'était surtout concentré
sur la performance technologique de Taïwan qui est quand même c'est-à-dire d'un niveau international. C'est-à-dire toutes les industries qui concernent la haute technologie, qui est par exemple le semi-conducteur, que je pense que vous allez me poser comme question, là, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais comme il y a quand même... On n'a pas eu plus du tout de tourisme, les frontières étaient fermées. Le pays n'a pas été confiné, mais les frontières ont été fermées. Donc ça a quand même donné beaucoup de mal à la population locale. Par exemple, quand j'étais rentré l'année dernière au mois de septembre, je voyais les restaurants fermés, il y avait très peu de monde dans la rue. Donc je pense que les gens ont perdu un peu leur passion pour aller voter pour le parti au pouvoir. C'est-à-dire, j'acceptais qu'on a fait une grande réussite, mais... ma vie quotidienne allait quand même très mal. Donc, j'avais plus vraiment de volonté d'aller voter pour soutenir cette politique. Donc, ce qui fait que ça a été une grande défaite pour le parti au pouvoir. Et donc, ce qui a fait sortir. Si on ne va pas voter, vous savez, dans un pays démocratique, on donne la chance aux autres. Donc, le KMT s'en est sorti vainqueur. C'est comme ça la démocratie. Moi, je pense, on n'a rien à se plaindre, mais c'est comme ça que très souvent ça se passe. Donc, il y a des fois des gens qui interprètent en disant que la population de Taïwan donne raison au KMT, qu'il fallait changer de politique et de se rapprocher avec la Chine. Alors, de ma part, comme avant d'être ambassadeur, j'étais professeur en sciences politiques, enseignant dans les universités, je pense que ça reste à observer. On va voir cette année. Et d'ailleurs, le candidat pour le parti au pouvoir est déjà annoncé. Donc maintenant, nous allons voir qui va représenter le parti qui représente le KMT, le parti de l'opposition, et pour voir la campagne électorale présidentielle qui va se dérouler dans les mois à venir. Et c'est-à-dire notre élection présidentielle va avoir lieu dans exactement un an. D'accord, donc c'est davantage l'abstention plutôt qu'une augmentation de popularité du Kuomintang. Oui. Jean-Louis Tremblay, la parole. Oui, 2024, ça va être une année cruciale pour Taïwan. Selon les observateurs et les spécialistes, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a cette élection, dont vous venez de parler, qui est, donc là, nous sommes dans la politique intérieure de Taïwan, mais c'est très important puisque nous avons deux partis qui briguent la présidence et qui sont opposés sur la manière de traiter les relations avec la Chine. Et le paradoxe, vous l'avez bien souligné, c'est que les héritiers de Chiang Kai-shek sont pour ce rapprochement avec la Chine communiste. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et puis, il y a une deuxième élection qui concerne indirectement Taïwan, c'est l'élection américaine. Et c'est pour ça que certains experts disent que 2024, c'est un peu l'année de tous les dangers, dans la mesure où l'élection américaine, couplée à celle de Taïwan, on n'en connaît pas le résultat, pourrait augmenter le degré de menace sur l'île de Taïwan. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'ambassadeur ? Alors, je constate d'abord une chose. D'abord, je vais parler des États-Unis. Nous ne savons pas qui va représenter le Parti républicain. Nous savons un peu déjà, ou pour une grande partie, ce sera Joe Biden qui va représenter le Parti démocrate. Mais en dehors de ça, je dois vous dire que nous avons constaté que depuis 3 ans, que cette sorte de soutenir la démocratie de Taïwan est devenu un consensus au sein de toute la scène politique américaine. Quand Joe Biden avait pris le pouvoir en remplaçant Donald Trump, Taïwan, il y avait des gens à Taïwan qui s'inquiétaient encore un petit peu si le Parti démocrate allait soutenir Taïwan, allait continuer à soutenir Taïwan, parce que c'est quand même Jimmy Carter qui était un démocrate qui avait rompu les relations diplomatiques avec Taïwan. Et dans la tradition, c'était les républicains qui soutenaient un peu plus Taïwan. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ça dépend aussi du contexte géopolitique. Donc on s'inquiétait un petit peu. Mais au fur et à mesure, on a constaté que ce soutien vers Taïwan est devenu vraiment un consensus et même quasi unanimité. Donc c'est du côté de Taïwan. Donc je pense du côté de Taïwan, ce n'est plus une question vraiment qui nous inquiète, qui va succéder à Joe Biden, ou même est-ce que c'est Joe Biden qui va continuer, et ce sera même d'ailleurs très très bien pour Taïwan, qui continue à cette politique-là.
Du côté de Taïwan. Juste une question, monsieur. En quoi consiste le soutien des États-Unis à Taïwan? Alors, puisqu'il n'est pas militaire, en tout cas officiellement. Si, alors, ça a changé. Il est militaire. Ça a changé. Ça a Justement, changé. J'aimerais qu'on précise ce point. Parce que ça a changé. Parce qu'au début, quand vous parlez de la période de Carter, il était entendu qu'il y aurait des relations. Oui. Il y a un Mais accord. que les aides militaires allaient s'arrêter progressivement. Or, vous nous dites que c'est reparti. Donc j'aimerais bien qu'on revienne sur ce point. Et si je peux juste me permettre, pour ensuite vous donner la parole, donc on est d'accord qu'il y a un soutien américain de Taïwan sans reconnaissance officielle. Oui. C'est le paradoxe ça qui aussi. est extraordinaire. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et même, il y a une loi américaine, une loi, enfin, quand je parle une loi, c'est-à-dire ce n'est pas un traité. Hein. Bien sûr. Il faut bien faire une distinction. Hein. Il y a une loi nationale américaine qui dit que les États-Unis doivent veiller à la prospérité et à la liberté de Taïwan. Donc, je crois, c'est aussi en se basant sur ça qui donne raison aux Américains, dans le passé, de plus ou moins de continuer à avoir une coopération militaire avec Taïwan et maintenant de le renforcer. Et Jean-Louis vient de le préciser, il y a une aide militaire qui a été passée, encore pas une loi nationale américaine, qui dit que dans les années à venir, les Américains doivent nous donner 10 milliards d'aides militaires à Taïwan. C'est vraiment nous donner, hein, ce n'est plus nous vendre. Et puis 10 milliards de prêts militaires à Taïwan. Donc vous voyez, c'est vraiment un grand changement et cette loi a déjà été signée par le président Biden. Et la présidente récente, justement, il y a la veille hier, a renforcé ce soutien militaire. Alors, en quoi ça consiste ce renforcement? Oui, voilà. Et d'ailleurs, il y y a encore une news, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir aux questions. Je vous Moi, en je prie, n'ai jamais oublié ce qu'on m'avait posé comme question. Discussion à bas. Et il y a encore une chose qui s'est produite aujourd'hui, et ça c'est aussi historique, enfin historique, c'est-à-dire ça ne s'est plus produit depuis 1978 quand les Américains ont rompu leur relation diplomatique avec Taïwan, c'est que notre ministre des Affaires étrangères en ce moment est à Washington. Avec le président du Conseil de sécurité nationale de Taïwan, les deux personnes les plus hautes responsables de la sécurité et de la diplomatie de Taïwan sont en ce moment à Washington pour discuter avec le département d'État américain pour discuter de la sécurité et de la stabilité de Taïwan. Vous voyez, alors je crois pourquoi c'est historique, c'est parce que avant aujourd'hui, et après, c'est-à-dire après qu'on a rompu nos relations diplomatiques avec les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères taïwanais n'avait jamais eu le droit d'entrer à Washington. Et ça, c'est vraiment pour nous une première université. Et ça prouve aussi, ça démontre encore très fortement le soutien des Américains maintenant à la démocratie, la liberté et la stabilité de Taïwan. Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous... Très bien, probablement, c'est un soutien désintéressé aux valeurs de la démocratie, etc. Mais est-ce que vous ne voyez pas aussi un lien avec l'affaire ukrainienne? C'est-à-dire que Washington est aussi en train de repositionner ses pions sur l'échiquier international et que, évidemment, se rapprocher de Taïwan, c'est aussi dire à la Chine, attention, ne faites pas comme les Russes ont fait en Ukraine. Je pense... les Américains sont en train, parce que il y a quand même une sorte de un nouveau conflit qui est en train de se produire, ou au moins qui n'a plus cette belle entente qu'on avait vécue avant la crise Covid-19 entre les États-Unis ou le monde libre et puis le monde de la Russie et de la Chine. Donc les Américains, certainement, sont en train de faire face à deux dictateurs que je pense on doit être d'accord. L'un c'est Poutine, l'autre c'est Xi. Et Xi, je pense que la Chine c'est encore plus dangereux parce que la Chine est nettement plus puissante que la Russie. Donc les Américains, moi je pense en même temps avec la déclaration qu'il a fait en Pologne, non pas à Kiev, Biden, pour soutenir l'Ukraine en disant, je crois ce matin j'avais entendu dire, l'Ukraine ne sera jamais une victoire de la Russie. En même temps aussi il veut stabiliser la région de Taïwan. Donc, en soutenant très fortement l'Ukraine et aussi Taïwan, il est en train d'envoyer des messages très clairs à la Russie et à la Chine que les Américains sont pleinement engagés dans la paix ou de la stabilité de cette région-là. Et surtout Taïwan, parce que moi je pense à Taïwan, il y a encore plus d'intérêt stratégique pour les Américains. Je le rappelle, l'industrie des semi-conducteurs, c'est quelque chose de crucial pour le monde, pour la France, pour l'Europe et pour le monde en entier. On y viendra, mais est-ce que paradoxalement, ce soutien très affirmé des Américains vis-à-vis de l'Ukraine
ne peut pas affaiblir la position des Américains, puisque forcément, concentrant leurs forces sur un front, ils peuvent aussi forcément délaisser ce front de Taïwan. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi créer cette situation-là? Alors, pas du tout. Moi, je pense déjà, je ne crois pas qu'il y aura une guerre qui va éclater à Taïwan. Alors, attention, quand j'ai dit ça, c'est-à-dire en le préparant, je crois que les Américains sont en train de préparer. Nous, les Taïwanais aussi, parce qu'on vient c'est-à-dire d'annoncer qu'on va recréer notre service militaire à Taïwan. Donc, en préparant un conflit, je pense qu'il n'y aura pas de guerre dans la région. C'est justement en préparant un conflit, on dit en France... Il n'y a pas que nous. Regardez, les Japonais aussi, ils ont annoncé qu'ils vont doubler. Vous voyez, ils vont doubler leur budget militaire dans un futur proche. Les Coréens sont en train de faire ça aussi. Les Philippins aussi. Les Philippins aussi augmentent leur coopération militaire avec les Américains et les Japonais. Donc, les pays de la région sont en train de préparer un conflit. Mais je dois dire, c'est pas pour faire peur à tout le monde. C'est en préparant ce conflit-là qu'il y aura vraiment la stabilité dans la région. Et ça, c'est très important de le mettre dans la pensée des gens. Jean-Louis Tremblay. C'est vis pacem parabellum, c'est ça. Proverbe latin, n'est-ce pas? Bien sûr. Non. Je voulais voler, Valentin, vous vouliez le sortir. Non, c'est qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire que vous avez utilisé ce message de paix quand vous étiez venu. Vous pouvez le dire en latin. Parce que moi, je ne parle pas latin. Moi, je ne suis pas français. En taïwanais, comment on dit comment on dit en taïwanais qui veut la paix prépare la guerre? Vous avez bien mémorisé? C'est ça. Je pourrais la ressortir les jingles de l'information. Non, mais c'est vrai, voilà, ce message de paix il y a 7 mois quand vous étiez venu à l'antenne, c'est-à-dire l'intérêt de préparer la paix par cette démonstration de force, puisque c'est justement en équilibrant les forces que la paix peut se créer dans la zone. Oui. Moi, je pense que c'est ce que Taïwan est en train de faire, et puis que les Américains sont de plus en plus conscients là-dessus, donc en augmentant non simplement sur le concret de coopération militaire, mais même sur le plan diplomatique, que la plupart des pays démocratiques hésitaient à le faire. Regardez, je viens de le dire, notre ministre des Affaires étrangères est maintenant en ce moment à Washington. Et c'est ce que les Chinois ont tout fait pour hésiter dans le passé. Moi, je dis avec l'ambition aussi, ils ont tout fait pour que maintenant le ministre des Affaires étrangères c'est-à-dire vient à Washington, mais aussi ce que les Chinois dans le passé ont tout fait pour éviter, c'est-à-dire un Japon qui se militarise. Ils ont tout fait que la présence militaire américaine se diminue. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus de présence militaire européenne. Ils veulent que Taïwan aussi se démilitarise. Maintenant, c'est totalement le résultat contraire qu'ils ont obtenu. Et voilà, donc je pense souvent l'histoire nous montre qu'en utilisant tous ces moyens assez brutals ou tout ce système autoritaire peut avoir un effet contraire de ce qu'on veut. Donc on rappelle, nous sommes avec l'ambassadeur François Xingchun-Hu, représentant de Taïwan en France, mais tout de suite il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Ligne droite. Vue de haut. Jean-Louis Tremblay, vous vouliez reprendre cette vue de haut? Oui, je voudrais préciser tout de même la situation politico-militaire de Taïwan. Nous avons d'un côté le président Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, qui ne manque jamais une occasion de rappeler que son objectif, c'est la réunification et, ajoute-t-il systématiquement, par tous les moyens. Bon, par tous les moyens, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est l'épée de Damoclès. Ça, c'est la menace qui est ressentie comme permanente à Taïwan. À tel point que, effectivement, rétablissement du service militaire, mais bien avant ça, chaque année, une grande manœuvre, terre, air, mer, Han Quan, la fierté Han, qui mobilise tous les moyens des armées taïwanaises et dont le scénario est toujours le même, c'est-à-dire une invasion par la Chine populaire, dans les 3 dimensions. Donc, on a tout de même, il y a donc un contexte obsidional sur cette île de Taïwan, qui ne pèse que 25 millions d'habitants, face à 1,5 milliard, peut-être moins maintenant, de Chinois communistes. Donc ça, c'est une réalité brute. Alors après, effectivement,
sur le papier, voici comment ça se présente. Mais il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Et je pense notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, aux semi-conducteurs. Puisque avec la Corée du Sud, il me semble, je crois que Taïwan est le premier producteur de semi-conducteurs. Et c'est à la fois, et là encore, on est en plein paradoxe, on est toujours en plein paradoxe avec Taïwan, c'est que cette omnipuissance, omniprésence dans les semi-conducteurs est à la fois, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, pour moi, une assurance vie. On se dit, oula, s'il y a guerre à Taïwan, il y aura pénurie de semi-conducteurs dans le monde, et puis c'est l'écroulement de toutes les économies, toutes, hein, quels que soient les régimes démocratiques ou autoritaires. Ou alors, ça peut être aussi un butin à prendre pour un éventuel agresseur. Et je me permets pardon, de rappeler un point, c'est qu'en janvier dernier, il y a eu un contentieux à l'OMC entre la Chine et les États-Unis concernant justement les semi-conducteurs. Je crois que les États-Unis ont interdit l'importation de Chine de semi-conducteurs et Taïwan a été forcément très intéressé par ce contentieux puisque ça a été c'est très intéressant pour Taïwan. Donc concernant notre position sur les semi-conducteurs, monsieur l'ambassadeur. Alors, l'OMC, bien sûr, c'est ce contentieux-là, mais je crois ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que récemment, les Américains ont réussi à créer une alliance de 4 pays qu'on appelle Four Chips Alliance. L'alliance des 4 pays qui vont former l'alliance pour bloquer les échanges de savoir-faire des semi-conducteurs entre cette alliance et la Chine. Chips, Chips voulant dire puces. Oui, l'alliance des 4 puces. Et donc, ces 4 puces sont les 4 pays qui produisent, qui actuellement vraiment monopolisent la production de semi-conducteurs. Ce sont les États-Unis, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. La Corée du Sud a le dernier pays à joindre cette alliance. En dehors de ça, il faut aussi savoir que les semi-conducteurs les plus sophistiqués actuellement, je le rappelle aussi, c'est aussi le résultat d'une coopération entre un pays européen et tous les autres pays qui les produisent. C'est-à-dire il faut quand même des machines qui produisent ces semi-conducteurs. Et ce sont des machines qui coûtent hyper cher. Une machine coûte 100 millions d'euros. Et vous savez, ça se produit par qui? Ça se produit par un pays qui s'appelle la Hollande, les Pays-Bas, et l'entreprise c'est ASML. Les Américains ont récemment aussi obtenu l'accord d'ASML de ne plus exporter ces machines aux Chinois. Donc, vous voyez, les Américains sont vraiment là en train de créer une sorte de blocage, d'alliance pour éviter que la Chine se perfectionne dans la production de semi-conducteurs et pour les utiliser pour détruire la paix dans la région. Et d'ailleurs, je dois rappeler à Jean-Louis, merci de l'avoir dit, que la Chine insiste toujours sur la réunification avec Taïwan, mais je dois dire encore une fois, il n'y a pas de réunification entre Taïwan et la Chine. Taïwan n'a jamais été chinois, et donc si jamais la Chine attaque Taïwan... Il était sous domination chinoise pendant 200 ans quand même, entre 1183 et 1895. Alors là, ça n'a jamais été unifié. L'île n'a jamais été unifiée. L'île n'a jamais été unifiée en entier par cette époque-là. Parce que, voilà. je rappelle, je l'avais dit la dernière fois, parce que Taïwan, c'est une île remplie de hautes montagnes. Il y a 268 montagnes au-dessus de 3000 mètres. À l'époque, la Chine n'avait pas de technologie ou de structure politique moderne pour unifier Taïwan. Le premier pays qui avait unifié Taïwan, c'était le Japon. Voilà. Donc, Taïwan n'a jamais été, alors si vous voulez, la phrase la plus complète, c'est-à-dire n'a jamais été à part entière appartenu à la Chine. Jamais. Et n'en parlons pas de ce régime qui n'a jamais mis les pieds chez nous à Taïwan. Donc, c'est une conquête, pas une unification. Voilà, je voulais rappeler tout ça et puis parler aussi maintenant de problème des semi-conducteurs. Vous avez raison de souligner ce point parce que, effectivement, la politique, c'est aussi la sémantique. Donc, quand la Chine fait semblant de dire il faut réunifier Taïwan, c'est qu'en fait, elle pense à l'affaire au précédent de Hong Kong. Oui. Et voilà. Et donc, appliquer la même chose. Et on a vu ce qui s'est passé et les Hongkongais le regrettent amèrement. De toute façon, ils n'avaient pas le choix puisque c'était une rétrocession des Britanniques. C'est de mettre Taïwan comme une affaire interne de la Chine. Alors que la situation est effectivement différente. Vous avez rappelé les occupations successives, mais il y a aussi, auparavant, il y a une population autochtone à Taïwan et qui n'est pas du tout de l'ethnie Han, donc de l'ethnie chinoise. Oui. C'est une population qu'on appelle une civilisation austronésienne et qui a plutôt un rapport, par exemple, avec la population qui habite à la Nouvelle-Calédonie, qui est française. Oui. Ou Khmer, ou même Charta Khmer. Oui. Et donc, vous voyez, Taïwan, c'est une sorte de diversité, une richesse de diversité de cultures qui s'est installée sur place. Et c'est pour ça aussi, je pense, qui a fait la beauté de Taïwan et que cet État sinophone, je suis tout à fait d'accord, qui partage les mêmes valeurs universelles
universelle avec vous, la France, et puis les pays européens, que la démocratie rayonne chez nous. Donc, moi, je pense que c'est sur ça qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe à Taïwan. Et pour nous, le grand problème, c'est qu'un système politique dictatorial veut détruire la démocratie. C'est tout ce qui est différent, qui oppose à ce régime de M. Xi Jinping, le président chinois, il veut la détruire. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut aussi regarder, pas simplement de l'intérêt des semi-conducteurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, donc vous aviez plaidé la dernière fois, il y a 7 mois, pour ce maintien du statu quo. Donc cette espèce de... C'est un État, donc Taïwan est un État souverain bien évidemment, mais la Chine le réclame, en tout cas c'est pas un État indépendant. Aujourd'hui, c'est toujours votre position, c'est-à-dire réclamer le statu quo aujourd'hui, encore actuellement, entre la Chine et Taïwan. Alors, c'est pas réclamé, mais je pense pour le moment en politique, il faut accepter aussi ce qui réunit toutes les conditions, même on n'aime pas, pour avancer même à petits pas. Donc je crois que le statu quo, pour le moment, c'est la meilleure solution. Pour que tout le monde essaie de travailler ensemble, qu'on respecte aussi un petit peu la différence entre tous les partis qui ont des intérêts sur place, et puis avancer ensemble, et parlons aussi un peu plus des questions je le dis, planétaire, du développement durable, du changement climatique. Mettons plus de ressources là-dessus, au lieu de régler cette différence territoriale. La Chine, c'était un des pays qui a le plus de territoire du monde en entier, comme la Russie. Et il veut encore plus de territoire. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je dois dire que je déteste. Ces deux pays les plus immenses veulent encore plus de territoire. Si nous ne les arrêtons pas ici, un jour, ce sera votre tour, je vous assure. Donc, c'est aussi ça qu'il faut regarder. Ce ne sont pas des pays de moyenne taille qui veulent agrandir encore un petit peu. Ce sont des pays qui ont le plus de territoire du monde entier et qui veulent le petit Taïwan qui est là. C'est sûr, mais c'est presque le propre des empires, malheureusement, oui, dans l'histoire. Donc, avant de céder la parole à Jean-Luc Tremblay, une dernière question, simplement. Le statu quo, bien sûr, à court terme, ça peut être la meilleure solution vers la paix, mais est-ce que c'est vraiment un statut qui est durable, ou est-ce qu'il faudra quand même trouver quelque part une autre porte de sortie diplomatique à l'avenir, sur le long terme? Bien sûr, pour nous, la meilleure solution sera que Taïwan soit reconnu à part entière ou diplomatiquement par tous les pays du monde. Mais alors, dans ce cas-là, il va falloir, si vous me posez la question, quelle sortie diplomatique, il va falloir que vous nous parlez diplomatiquement. Le problème, c'est que maintenant, personne ne veut parler avec Taïwan. D'un côté, on dit que Taïwan, c'est le pays modèle de la démocratie. On a beaucoup d'intérêt à Taïwan. 92% des semi-conducteurs les plus sophistiqués sont produits à Taïwan, mais on ne peut pas parler avec Taïwan sur le plan diplomatique. Alors, notre ministre des Affaires étrangères vient de franchir un petit pas en commençant à parler un petit peu avec les Américains en venant à Washington, mais ce n'est pas encore le cas des pays européens. Donc, commencez à parler avec nous. Et puis, imaginons-nous une structure, une façon qu'on peut présenter Taïwan, parce que dans la politique, il y a toujours beaucoup d'imagination. Je pense qu'on trouvera certainement une sortie. Ce n'est pas forcément une reconnaissance diplomatique qui est la garantie de la paix ou de la prospérité et tout ça. L'Ukraine vient de prouver le contraire. L'Ukraine est un pays à part entière, un pays indépendant à part entière, reconnu diplomatiquement par les pays du monde, mais n'a quand même pas évité la guerre. Donc, parlons-nous de la situation en Taïwan. Et justement, je pense, pour le moment, c'est parce que tout le monde commence à s'intéresser à parler de Taïwan. Ce n'est pas encore diplomatiquement. Alors, regardez-moi, je suis invité. Avant, je n'étais jamais été invité, sauf une fois par vous. Mais je veux dire, il y a encore 2 ans, 3 ans, je n'étais pas invité ici. Donc, commençons à parler de Taïwan. Et après, je pense, on trouvera la meilleure solution, la meilleure voie. Mais c'est mettre tout le monde ensemble. Ce n'est pas uniquement entre la Chine et Taïwan, parce que uniquement la Chine et Taïwan, ça va nous donner trop de pression. Donc, parlons-nous ensemble, et même sur la voie diplomatique. Parler sur la voie diplomatique ne veut pas dire forcément une reconnaissance diplomatique. Trouvons-nous une solution, et puis je pense qu'il y aura la paix, la stabilité, la prospérité de la région. Jean-Luc Tremblay. Oui, effectivement, en droit international, pour qu'il y ait des relations diplomatiques, il faut reconnaissance et réciprocité dans la reconnaissance. Ce n'est pas le cas pour Taïwan. Et je note bien là votre pragmatisme et, de manière générale, le pragmatisme asiatique, consiste à dire, effectivement, on n'a pas forcément besoin de la reconnaissance diplomatique s'il y a un dialogue, un canal de conversation qui est maintenu. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe depuis 1978, puisque de toute façon, Taïwan a continué à prospérer,
C'est une démocratie qui s'est développée aux antipodes du modèle chinois. Les résultats économiques, vous l'avez rappelé, il y a les semi-conducteurs, mais il n'y a pas que ça. Donc, Taïwan s'est développé de façon autonome et non pas officielle. Donc, c'est ça ce que veut dire le statu quo. C'est en vérité, c'est éviter la confrontation politico-militaire. C'est ça ce que ça veut dire. Et les Chinois sont aussi gens pragmatiques. Et pas nécessairement d'un militarisme forcené, si on regarde leur histoire. Et s'il y a une négociation possible, ils peuvent aussi l'accepter. Après, il y a toujours cette question fondamentale, c'est ne pas perdre la face. Voilà. Et ça se fait peut-être parallèlement par des discussions. Mais je suis d'accord avec vous, et ce sera pareil pour les Russes et les Ukrainiens. S'il n'y a pas de dialogue, si les gens ne se mettent pas à la table des négociations, il n'y aura pas de solution. Voilà, donc moi je me bats depuis mon arrivée ici, même sans relations diplomatiques, au moins il va falloir qu'on accepte de me parler, de discuter, et puis même si on ne veut pas le mettre en public, mais si nous commençons à parler ensemble, on trouvera probablement, et puis avec une grande probabilité, une façon d'avancer ensemble, et je crois que c'est l'essentiel et aussi le sujet le plus crucial, je pense. C'est encore un paradoxe, vous l'avez souligné déjà, mais le fait que Taïwan soit justement, pardon, excusez-moi, la démocratie, le modèle démocratique, en tout cas en Asie, qui a très très bien fonctionné, oui. qui même a permis une croissance économique dans ce pays qui est formidable par rapport à la Chine même, et qui en même temps, c'est le pays, l'État asiatique auquel les Européens refusent de parler. Oui, voilà. Quand je dis refuse de parler, c'est-à-dire il y a quand même avec tous les guillemets possibles, évidemment. Tous les guillemets possibles. Je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun dialogue. De reconnaître je n'accuse pas les États européens. Aussi la recette de fabrication diplomatique. Ce que j'essaye de dire, il faut aussi faire savoir aux Chinois, c'est-à-dire nous, pour le moment, on n'envisage pas une reconnaissance diplomatique de Taïwan, mais nous avons le droit de parler avec des amis que nous avons choisis. Taïwan est un ami des Européens, donc les Européens ont le droit de parler avec Taïwan. Le problème maintenant, c'est que nous avons laissé aux Chinois de décider qui peut être vos amis. Et ça, je regrette beaucoup. C'est les Chinois qui décident à qui vous avez le droit de parler. Je dis tout le temps, vous avez le droit de parler avec Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, et vous n'avez pas le droit de parler avec Taïwan, avec Mme Tsai Ing-wen. Donc je crois que le paradoxe est trop grand pour nous. Oui, et concrètement, ce que vous dites, mais pour bien faire comprendre aux auditeurs, c'est que dès qu'un État prend langue avec Taïwan, il y a immédiatement des représailles qui sont effectuées. Et qu'il y a parallèlement un gros lobbying chinois pour que les 14 États, c'est ça, qui reconnaissent actuellement Taïwan, cessent cette reconnaissance. Et ça a marché dans certains cas, dans le cas de certains États sud-américains, me semble-t-il, ou d'Amérique centrale. Parce qu'il y a une pression chinoise, c'est une pression, un encerclement et un étranglement économique qui fait qu'au bout du compte, les États cèdent. Mais je dois dire, les choses sont quand même aussi en train de changer, parce que le nouveau président élu de la République tchèque vient aussi d'appeler Mme Tsai Ing-wen notre présidente. Et ça, c'est le premier chef d'État européen qui avait pris cette initiative. Et je crois que ça n'a pas donné beaucoup de réactions très fortes de la part de la Chine. Donc j'encourage les chefs d'État européens de prendre leur téléphone et d'appeler Mme Tsai Ing-wen et de commencer les discussions. Merci beaucoup François Chi-Chung-Hu. On rappelle que vous êtes donc l'ambassadeur de Taïwan en France, et Jean-Louis Tremblay, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine, et on se retrouve la semaine prochaine avec Clémence. Avec plaisir. Au revoir Jean-Louis, au revoir monsieur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.